On va ainsi ouvrir la deuxième session de cette journée d'études. Et comme vous l'avez certainement vu sur le programme, cette session s'articule autour de questions littéraires et plus spécifiquement autour de phénomènes de déplacement textuel. Donc dans un premier temps, Catherine Melloux, s'intéressant à un texte théâtral, nous présentera la façon dont un texte est mis en mouvement. Quant à Juliette Le Gall, qui est en visio, abordant des sources poétiques, elle nous parlera de mouvements au sein d'un même texte. Alors, la première intervenante, comme je l'ai dit, de ce panel sera donc Catherine Melloux, à ma gauche. Elle nous amènera au cœur du Moyen-Âge. Donc, actuellement, en 4e année de thèse sur la direction de Madame Christine Ferrand-Pincher, Catherine réalise une édition critique d'une Passion du Christ du XIVe siècle, écrite en Languedoc et conservée à la BNF dans un manuscrit que l'on connaît sous le nom de manuscrit Dito. L'édition sera accompagnée d'une étude théâtrale qui alimente cette communication qu'elle a intitulée « La didascalie dans le théâtre religieux, construction d'un nouveau dogme ou porte sur l'altérité ». Et je te laisse la parole. La liberté, absolument. Et je te laisse la parole. Le mouvement semble la plupart du temps indissociable du principe théâtral, mais malgré tout, il a été à travers les siècles l'objet de conceptualisations qui ont modifié la relation intrinsèque qui existe entre théâtre et mouvement. On garde encore au XIXe siècle des traces de représentations grandiloquentes du théâtre ancien, comme une forme de respect des ancêtres, et le Moyen-Âge aussi en a fait les frais. À l'image du théâtre grec, une grande partie du théâtre médiéval est un théâtre rituel. Il prend les naissances dans l'Église et se développe dans le cadre strict de la liturgie. C'est-à-dire que c'est un rituel qui associe un texte et une gestuelle. Le rituel s'étend même aux processions à l'extérieur de l'Église, c'est-à-dire qu'avant même qu'il soit question de scène, on peut déjà presque parler de théâtre. Mais il semble parfois que dans l'histoire du théâtre, deux moments uniques se partagent la totalité de l'histoire du théâtre, l'Antiquité et le XVIIe siècle. Et entre les deux, alors déjà entre ces deux périodes, des liens sont tissés, il y a des relations, des corrélations, des réécritures, etc. Mais entre les deux, il existe simplement un vide sidéral qui met sous le tapis toute la richesse du théâtre médiéval, réduit à l'indignité d'un théâtre d'église. C'est oublier un peu vite le caractère rituel du théâtre grec et l'importance qu'avaient par exemple des manifestations comme les Dionysies à Athènes. C'est ignorer surtout l'importance du théâtre religieux médiéval qui culmine au XVe siècle avec des représentations qui pouvaient durer 4 jours. Et c'est relégué au rang de manifestations folkloriques, des manifestations comme les pardons, les processions, qui mobilisent encore une foule assez importante, même si ce sont quand même des manifestations folkloriques. Il y a une tradition malgré tout. Et les processions qui se déroulent encore aujourd'hui. Et quelques rares représentations aussi dont on a encore, qui correspondent à une tradition théâtrale et qui se jouent encore devant une foule conséquente. Alors on a par exemple la Passion d'Oberammergau, j'appuie ici Oui. Ouais. Voilà, qui est une passion qui se joue en Allemagne tous les 10 ans. Et là on voit la scène de l'entrée de Jésus à Jérusalem et puis en dessous la crucifixion. Alors, c'est toujours très très fréquenté, c'est très difficile d'avoir des places, mais là vous avez 10 ans puisque la dernière c'était l'année dernière. On a aussi le Mystery d'Elche, qui est une Assomption de la Vierge qui se joue dans la cathédrale d'Elche ou Elche en castillan. Et on peut en trouver la retranscription intégrale sur Internet. Et la Semaine Sainte de Séville. Le théâtre religieux, pour résumer, est un théâtre apologétique qui s'inscrit à la fois dans une tradition et dans un modèle stylistique qui inclut aussi les entrées royales, selon le principe unique de rejouer symboliquement la mort du Christ ou le sacre du roi. Pour situer le théâtre religieux par rapport à la liturgie,
Je vais donner quelques définitions. Déjà, le théâtre religieux prend diverses formes. Très schématiquement, on distingue le théâtre hagiographique qui s'attache aux vies des saints, le théâtre allégorique et moral, et les drames liturgiques qui englobent le drame de la Passion, mais aussi toutes les représentations qui en découlent, comme la descente de croix ou l'Assomption de la Vierge, la Visitatio Sepulchri aussi, et puis des manifestations qui sont, je dirais, associés, soit qui relèvent d'apocryphes ou de réécritures plus tardives, comme le sponsus, qu'on en appelle aussi la parabole des vierges sages et des vierges folles, et l'Esposalizzi, qui est un apocryphe qui met en scène le mariage de la Vierge. Le théâtre de la Passion, dans sa version extensive, relate la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est la semaine sainte. Le premier jour, c'est le dimanche des Rameaux, enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le jeudi qui suit, c'est le jour de la Cène, qui va être suivi par la prière au Mont des Oliviers, la trahison et l'arrestation. Le vendredi, c'est la crucifixion et la mort du Christ. Le samedi, il ne se passe rien. Et le dimanche, c'est la résurrection. Nous sommes donc dans un modèle rigoureusement codifié, fixé par les rites liturgiques. Comment une forme théâtrale a-t-elle pu naître et se développer sur quelque chose d'aussi solide et d'aussi rigide? Pour ça, il faut essayer de remonter la chronologie de ce qu'on pourrait appeler un proto-théâtre. Et on commence au IVe siècle avec un texte qu'on a retrouvé, un manuscrit qui s'appelle la Peregrinatio Aetheriae, qui date de 380, qui est un carnet de voyage d'une femme galicienne probablement, qui entreprend un voyage en Terre Sainte. Elle va de couvent en couvent, et à chaque moment de son voyage, elle prend des notes, et des notes qui sont essentiellement en lien avec les rites et les commémorations, enfin les cérémonies auxquelles elle va assister. Elle finit par arriver à Jérusalem, où elle assiste à un chemin de croix dont elle décrit toutes les stations, tous les éléments de gestuelle, le mouvement, la chronologie, etc. Et donc, en fait, ce qu'elle décrit, ça n'est pas du théâtre, mais c'est malgré tout, c'est comme une procession scénarisée, c'est une espèce de gestuelle organisée. Le rite, en lui-même, suggère une série de mouvements. La description du rite met en lumière la dynamique de la reproduction de la scène, donc d'un mouvement. Mais dans ce cas, ce n'est pas réellement du théâtre. Il y a mouvement, il y a reproduction d'une gestuelle, mais il n'y a pas de jeu à proprement parler. Cela relève plus du mime ou d'un accompagnement gestuel. Mais l'évolution de ce processus, qui est décrit par cette femme, démontre que c'est le mouvement qui fait théâtre et non pas l'inverse. Et même si du mouvement jusqu'au théâtre, la trajectoire n'est pas toujours limpide et rectiligne. Le jeu apparaît, il apparaît dans beaucoup d'autres endroits, mais enfin il y a des moments forts qui manifestent une évolution du jeu. Et un de ces mouvements, c'est dans une liturgie au Xe siècle. Et, enfin, le jeu apparaît dans la liturgie au Xe siècle. Il s'agit de la scénarisation de la Visitatio Sepulchri. Est-ce que je reviens sur ce que c'est que la Visitatio? Peut-être. On appelle ça aussi les saintes femmes au tombeau. C'est-à-dire que c'est après la mort du Christ, 3 femmes, Marie-Madeleine, Marie-Jacobi et Marie-Salomé, vont aller se procurer un onguent, enfin des huiles parfumées, qui servent à embaumer les morts. Et donc elles vont aller au tombeau pour embaumer le corps du Christ qui a été enterré la veille, ou 3 jours avant plutôt. Et elles vont arriver au tombeau et il va y avoir un ange assis sur le tombeau qui va leur dire, le Christ, que cherchez-vous? Elles vont dire Jésus de Nazareth crucifié, et il va leur répondre, il n'est pas ici, comme il l'a prédit au 3e jour, il est ressuscité. Et donc elles vont se retrouver au tombeau et ce sont les premières à savoir que le Christ n'est plus dans le tombeau et qu'il est ressuscité. Et donc ce jeu, il se joue depuis au moins le Xe siècle, ça fait partie de la liturgie, et c'est ce jeu
qui va être exploité, amplifié, et qui va devenir un des moments fondamentaux et fondateurs du théâtre médiéval, du théâtre religieux, et peut-être du théâtre tout court aussi. Donc, cette liturgie, elle est décrite par saint Æthelwold, qui est l'évêque de Winchester, et il en fait mention, il décrit dans le détail les rubriques. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire, c'est ça les trois répliques. Donc c'est un jeu qui se fait sur ce mode de questions-réponses, entre l'ange et les femmes, et c'est ça qui va être scénarisé, c'est simplement ça. Où en étais-je? Voilà, alors il y a une autre chose, c'est que ça, c'est... Alors, oui, là je me mélange un petit peu parce que je voulais montrer ça. Voilà, dans le récit de saint Æthelwold, il y a ça, c'est une didascalie. C'est-à-dire qu'il y a les trois phrases que je vous ai montrées avant, qui sont les phrases de dialogue, et là c'est la didascalie qui introduit ces trois phrases. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est question, les acteurs sont clairement identifiés. Ce ne sont pas les personnages. Il y a une seule mention du personnage, c'est mulierum. C'est le seul endroit où on parle des femmes. Mais tout le reste du temps, il y a le pronom ilos, qui est un pronom masculin, quatuor fratres, donc les quatre moines. On voit bien que c'est indiqué, ils savent très bien qu'ils sont en train de jouer quelque chose, puisque c'est comme ad similitudinem currentium quid, comme en faisant semblant de chercher quelque chose. Ensuite, à l'imitation d'un ange, enfin en imitant un ange. Donc il y a toute cette notion, tout ce vocabulaire qui évoque le théâtre, qui évoque qu'on est en train de jouer quelque chose et qu'on n'est pas les trois femmes et qu'on n'est pas le Christ et on est des acteurs. Ensuite, au XIIIe siècle, on va avoir des représentations plus ambitieuses, hors de l'Église, mais le jeu, là où arrive une rupture dans cette évolution, c'est quand apparaissent les langues vernaculaires. Lorsque tout était en latin, on était vraiment plus dans la liturgie. Mais quand les langues vernaculaires arrivent, là, on bascule dans quelque chose qui est différent, puisque le théâtre ne va plus être l'affaire uniquement de l'Église, mais va aussi être pris en charge par le peuple, et on va se trouver aussi face à une dialectique entre le rite et le jeu, et les fidèles et les spectateurs. Là, ce qu'on voit ici, pour en revenir à la didascalie, c'est un jeu qui s'appelle le jeu des trois maris, donc qui reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, alors ça, c'est un facsimilé du manuscrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, alors je vous le montre dans la transcription, là on voit plus facilement ce qui est écrit. Donc on voit le texte je peux pas faire, si je peux passer la flèche, non? Oui. Ici, c'est le texte du jeu. Et en haut, vous avez des phrases qui sont des didascalies, en réalité. Ici, elle se tourne vers les hommes avec les bras tendus. Ici, vers les femmes. X est ici. Oui. Ici, elle se frappe la poitrine, elle élève les mains, elle incline la tête en se prosternant au pied du Christ, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement dans celui d'avant que ces indications-là, elles correspondent vraiment à un moment musical. C'est-à-dire que ce ne sont pas des didascalies qui sont là pour donner une indication avec éventuellement une durée de la scène qui est fluctuante. Là, on est dans quelque chose qui est au métronome, puisqu'il y a le chant, et les indications sont là. On voit celle-ci, par exemple, la première, voilà, ici, on voit bien qu'ici, il y a une partie du chant qui est libre. C'est-à-dire que là, c'est sous le chant complètement. Donc, le mouvement va durer pendant toute cette phrase mélodique. Ici, là, bon, je l'ai encore enlevé. Où est-ce que c'est? Enfin,
où est-ce que j'ai vu l'autre? Oui, c'est ça. L'avant-dernière portée, au milieu, vous avez un long espace aussi où il n'y a pas de gestuelle. Les gestuelles sont vraiment associées à une phrase mélodique. Mais à l'époque et dans ce contexte-là, les didascalies n'ont finalement pas beaucoup d'autres fonctions que de distinguer les personnages. On parlait d'ailleurs de jeu par personnage. Là, vous voyez les noms des personnages dans la marge d'ailleurs. Marie-Madeleine, Maria Mayor, c'est la Vierge, etc. On parlait de jeu par personnage et non pas de théâtre. Et bien après l'apparition des drames en langue vernaculaire, les didascalies ont beau s'autonomiser, elles restent encore en latin, même si le texte est en langue vulgaire. De fait, il y a des textes dans lesquels va s'installer une forme de bilinguisme, sans supprimer le latin, mais en associant éventuellement plusieurs langues vernaculaires, plusieurs langues autres que le latin même. Comme on peut le voir, par exemple, il y a une utilisation de ce genre d'utilisation chez Molière. C'est resté chez Molière avec les servantes qui parlent patois, les maîtres qui parlent une langue plus châtiée, etc. Donc ça met en place un bilinguisme institutionnel et en même temps, ça commence à mettre en place une hiérarchisation linguistique. La passion d'Ido, pour en arriver là, est une passion en Languedoc du XIVe siècle, qui illustre justement bien tous les balbutiements de ces prémices narratifs, de ce nouveau mode narratif. L'œuvre comporte 288 didascalies, et parmi ces didascalies, plus des 2/3, 208, n'indiquent que les noms des personnages. Alors ce qu'on voit ici, c'est que voilà, les noms des personnages peuvent exister avec un seul personnage et un verbe, un personnage et un verbe, enfin deux personnages, c'est-à-dire le personnage, il y a par exemple ça, celui ici, Jésus répond, ici. Ici, l'aveugle répond à Isaacar, donc là c'est la deuxième situation, il y a un verbe et un interlocuteur et un locuteur, on inverse. Et voilà, ici, c'est les pèlerins dire, etc. Jésus dit aux pèlerins. Voilà, c'est le mode assez classique. Et il y en a 208 qui sont sur ce mode-là. Dans ces 208, il y en a tout de même 29 qui ne sont pas comme les autres et où il n'y a que le nom seul. Voilà. Et elles ne concernent que le jeu des trois maris. C'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, la Visitatio Sepulcri. Cette scène-là, elle est la seule dans la Passion d'Ido à être représentée avec comme introduction uniquement les noms des femmes. On le voit ici, Marie Salomé, Maria Jacobi, Maria Magdalena, etc. Et ce qui est assez insolite, c'est que dans le jeu, il y a l'achat des onguents chez le marchand d'onguents. Et le marchand, dans la même scène, n'a pas le même traitement, puisque là, on voit, j'arrive pas à trouver ma flèche, responde le mercader. Ça veut dire que là, on n'a pas simplement lo mercader. C'est le marchand répond. Et ça reprend Marie Jacobi, Marie-Madeleine, etc. Et puis le marchand, il sera toujours introduit par un verbe. Donc il y a vraiment un traitement spécial des trois femmes. Il n'y a pas d'explication officielle, mais on peut faire l'hypothèse que cette scène étant une scène qui est déjà scénarisée depuis tellement longtemps, depuis plusieurs siècles, que tout le monde connaît, qui fait partie de la liturgie, qui a été vue et revue, que finalement, ça n'a pas grande importance. On n'a pas besoin de dire ce qu'elles font, puisque tout le monde sait ce qu'elles font. Et par ailleurs, les trois femmes ne sont pas différenciées. Elles sont différenciées par les didascalies, mais dans la réalité, dans le jeu, elles ne sont pas différenciées puisqu'elles n'ont d'intérêt narratif, d'intérêt théâtral que toutes les trois ensemble. Et quand elles interviennent individuellement, elles sont interchangeables. C'est l'une, mais ça pourrait être l'autre. Avec le même texte, ça reviendrait exactement au même. Voilà. Les rubriques détaillées sont au nombre de 80, donc c'est pas
c'est pas énorme par rapport à la totalité des rubriques. Et les plus fréquentes sont les indications de mouvement. Il y en a 59. Il y en a une seule qui donne une indication de costume. C'est celle-ci. Voilà, je fais la traduction automatique directe. Maintenant, Jésus est parti du lieu de Marie-Madeleine et il est entré dans le temple et il a jeté dehors tous ceux qui s'y trouvaient. Et le recteur du temple et 2 hommes vêtus de suaire blanc, et Jésus leur dit ceci. Donc c'est le seul moment où il y a une notion de vêtements, c'est les suaires blancs. Mais autrement, c'est pour dire que les didascalies ne sont pas là, clairement, pour donner des indications de mouvement ou d'accessoires, mais elles racontent une histoire. Elles racontent une histoire en marge de ce qui est scénarisé. Une dizaine de ces didascalies proposent un résumé de scène, donc, et la formulation est parfois insolite, comme « Ils allèrent tous ensemble en Galilée pour chercher le Fils de Dieu et ils ne purent jamais le trouver. » Ou « Alors elles arrivèrent au tombeau. » Ça, c'est une didascalie qui n'a absolument aucune fonction, aucun sens, aucune fonction. Ou encore « Ainsi les Juifs pendirent Jésus sur la croix et Ponce Pilate dit à son messager. » Et la dernière, alors Judas alla se pendre et il dit ainsi. Et ce sont paradoxalement les indications les plus intéressantes et les plus fécondes puisque la scène est simplement mentionnée. Le premier éditeur de ce texte écrivait, c'était William Shepard, il écrivait en 1928 que la crucifixion dans cette passion était, je cite, sommairement traitée. Et c'était une vision vraiment bien particulière du théâtre, qui estimait que ce qu'on voyait sur scène était décrit par la didascalie et inversement. Mais ces 2 dernières didascalies, celle-ci, oui, non, les 2 dernières que j'ai citées, donc celui de Judas, non, c'est les 2 qui suivent. Qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, non, je disais que les 2 qu'on vient de voir, là, ce sont véritablement des preuves de mise en scène. Comment peut-on imaginer une scène, une passion qui traite sommairement la crucifixion ? Comment un public peut-il accepter la mort du traître sans la voir en détail ? Les didascalies disent peu de choses parce qu'on sait tous ce qu'il faut voir et ce qu'il faut dire et ce qu'il faut montrer. Et donc c'est évident que la crucifixion, elle doit être montrée, elle doit être amplifiée, et elle sera amplifiée. C'est pas la didascalie n'y fait rien. Et la mort de Judas, la question se pose toujours de savoir est-ce que la mort de Judas, la pendaison de Judas était montrée sur la scène ? Moi je pense que oui, elle était montrée sur la scène, parce qu'on ne pouvait pas échapper à ça. La mort de Judas fait pendant à la mort du Christ. Donc, si le Christ est mort dans des souffrances abominables pour la rédemption du genre humain, il faut bien que Judas meure aussi dans des souffrances abominables pour contrebalancer le sacrifice du Christ. On n'a pas le choix. Et surtout au Moyen-Âge. Donc, plus la didascalie est brève, plus elle sera développée. Et quand Jésus parle à l'aveugle et que l'aveugle lui répond, il ne se passe rien d'autre que ce qui est décrit. Mais quand on lit « Saint Pierre sort de la maison et il réalise que Jésus lui avait dit la vérité », c'est au moment du reniement, c'est cette prise de conscience du reniement qui doit être mise en scène. La didascalie est là pour dire « attention, amplification ». Et souvent, il s'agit de questions qui soulèvent des controverses théologiques, philosophiques, ce qui veut dire qu'en creux se détache une réflexion philosophique et humaine, justement. Et dans cette même logique, lorsque la liturgie devient théâtre, lorsque le rite s'amoindrit, c'est au bénéfice de l'incarnation, celle du corps du Christ, qui se confond avec le rôle endossé par l'acteur. Voilà, j'ai pas du tout montré, si j'ai tout montré. Ce panorama donc était assez bref et incomplet.
Mais l'objectif était d'apporter une vision d'ensemble et donner à voir comment les didascalies médiévales peuvent être décryptées et comment celles qui nous semblent maladroites, absurdes ou hors de propos cachent souvent une intention théâtrale et une gestuelle libre puisqu'elle n'est fixée par aucune consigne. La didascalie n'est pas une version paratextuelle des incises présentes dans les poèmes dramatiques. La liturgie nous montre que les deux formes d'indication de jeu, celles qui sont insérées et celles qui sont explicites, ont coexisté. Dans les jeux liturgiques, le mouvement s'est trouvé contraint par le rite. Dans le théâtre de la Passion, la gestuelle du culte cède la place à la mise en scène. La didascalie circonscrit alors un cadre dans lequel le jeu se libère, elle devient plus floue, moins directive, elle ouvre le champ à l'espace du jeu, un espace théâtral vide que les acteurs vont faire vivre en même temps qu'ils construisent un nouvel espace sacré. Merci beaucoup Catherine. Est-ce que Nicolas, tu veux bien autoriser le partage d'écran à Juliette Le Gall au cas où? Je peux essayer en tout cas. Ok. Donc, on va à présent écouter la deuxième intervenante de ce panel, Juliette Le Gall, qui nous transportera cette fois-ci directement au XIXe siècle, dont elle nous parlera depuis l'Italie, car elle effectue actuellement un séjour de recherche. Donc, normalement, Juliette Le Gall est en visio. Oui. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Juliette. Alors, pardon, Donc voilà, de formation pluridisciplinaire en littérature européenne et comparée, en spécialité italien et en histoire de l'art, Juliette Le Gall a consacré son mémoire de recherche à l'imaginaire de l'espace urbain parisien, en lien avec l'écriture du fantastique au XIXe et XXe siècle. Donc après elle a également effectué une formation en patrimoine écrit et édition numérique au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Elle a contribué ainsi à des missions ponctuelles en humanité numérique dans les métiers d'assistance et de support à la recherche. Plus récemment, une bourse lui a permis de réaliser des séjours de recherche à Venise, donc en 2015 et 2016, donc ces séjours qui ont notamment donné lieu d'une part à des études sur Henri de Régnier et sur Marinetti à l'imaginaire vénitien sous le signe du symbolisme et du préfuturisme, mais également à l'écriture, portant sur l'écriture du critique d'art Beno. Alors, je ne suis pas sûr de bien prononcer le nom de famille, Juliette. Gégère, je crois. Enfin bon, elle est actuellement en doctorat à Rennes 2 et je lui laisse la parole à présent. Et normalement, Juliette, tu dois pouvoir faire un partage d'écran si tu en as besoin pour un PowerPoint. D'accord, merci beaucoup Kevin pour cette présentation et merci à l'ensemble de l'équipe pour avoir organisé cette journée d'études, donc consacrée au rapport entre mouvement et contrainte. Je précise d'emblée par rapport au message que Nicolas m'a transmis sur Zoom que malheureusement mon ordinateur fait des siennes et ce n'est pas la première fois. Donc il est grand temps de le changer. Tout ça pour dire en fait que je ne peux pas actuellement activer ma caméra. Voilà, donc je m'en excuse et ce sera réparé au plus vite. Alors, donc pour cette communication, donc je vais commencer dès maintenant. On dispose pour le recueil poétique gualdien des Nostalgiae de 1883 d'une approche philologique particulièrement méticuleuse constituée par Renata Lolo en 1989. Une méticulosité dans le relevé des variantes absentes de l'édition critique précédente, celle de Carlo Bo en 1969, insérant entre les textes narratifs des nouvelles et romans de l'auteur milanais bilingue Scapigliato et parnassien Luigi Gualdo son œuvre poétique, mais n'apportant pas de progression philologique signifiante pour la connaissance de ces textes. Je reprends ici la remarque formulée en 1989 par Renata Lolo pour le descriptif des Nostalgiae dans son édition scientifique à la page 227.
Les 39 poèmes rassemblés en 1883 par Gualdo ont communément fait l'objet d'une genèse prééditoriale, c'est-à-dire d'une diffusion par revue entre les années 1873 et 1880, avant d'être regroupés dans le recueil poétique des Nostalgies. Aux côtés des 18 poèmes republiés en 1983 à l'identique, sans remaniement et donc dépourvus de variantes textuelles, on trouve cependant 21 poèmes qui sont rendus accessibles en 1989 par un ensemble de variantes. Les états de travail de cette partie de l'œuvre poétique gualdienne, celle des Nostalgies, nous informent ainsi sur les processus de création pour le geste poétique gualdien. Marquée d'un goût parnassien inégalable, selon toujours Renata Lolo, cette partie de la production gualdienne en vers serait la preuve d'une proximité avec le décadentisme européen, en particulier français, selon Roberto Carneiro dans son ouvrage sur la poésie scapigliata, daté de 2007. Le recueil poétique gualdien des Nostalgies se prête ainsi à une réflexion sur les rapports entre contraintes et mouvements, de par sa composition, soumise à la fois à l'idéologie poétique scapigliata et à l'école poétique parnassienne. La poésie scapigliata peut être effectivement qualifiée de poésie à contrainte dans la mesure où elle comporte des poèmes manifestes. On peut citer par exemple le poème Preludio, Prélude, du poète peintre scapigliato Emilio Praga, issu de son recueil Pénombre, daté de 1864, ou encore le cas du poème liminaire manifeste de Gualdo, intitulé Invitestano le Supernecime, republié à l'identique. Dans ce poème gualdien, la mention de rime dorée, de dorate rime, renvoie à l'image d'une poésie comme alternative à la platitude, minable, voire sordide du réel. À l'inverse, l'absence de manifeste et de déclaration poétique explicite pour la poésie parnassienne est soulignée par Yann Mortelet dans son ouvrage consacré au Parnasse et daté de 2006. Le sème commun des notions mouvement et contrainte est dans cette perspective particulièrement utile, dans le sens où le recueil poétique des Nostalgies est bien à appréhender dans le déplacement, dans l'espace et dans le temps d'un objet appréhendé comme un tout organique, pour reprendre un élément de l'argumentaire proposé pour cette journée d'études, consacrée donc au rapport entre mouvement et contrainte. Aux côtés de Gualdo, on trouve les poètes scapigliati, Emilio Praga et Arrigo Boito, qui donnent communément à lire la difficulté de la poésie à survivre dans la société bourgeoise, les contradictions morales posant question, l'impossibilité de l'amour ou encore la construction d'une figure féminine demeurant inatteignable de par sa froideur. La singulière école poétique du Parnasse, quant à elle, est illustrée par Lecomte de Lille, José Maria de Heredia, Théodore de Banville ou encore François Coppée. Son esthétique est fondée sur la théorie de l'art pour l'art et sur des mots d'ordre tels que l'impassibilité, faisant du poète parnassien un artiste se situant bien en dehors des problématiques de son temps. La volonté de réimpression à l'identique de certains poèmes, échappant donc à la réécriture, est d'autant plus intéressante qu'elle permet d'esquisser des composants de la poésie gualdienne par la permanence de poèmes manifestes sous le signe de la contrainte. Plusieurs poèmes republiés à l'identique, sans correction, mettent ainsi communément en scène des relations sociales à travers le cas des poèmes dédicaces, adressés tantôt à Théophile Gautier, à Emilio Praga, à l'acteur Antonio Rossi ou encore à l'actrice française Sarah Bernard, et pour lesquels on peut recourir à la notion de scénographie auctoriale, un terme qui est utilisé par José Luis Diaz pour désigner ce qui fonctionne au plan des représentations, au plan de l'écrivain imaginaire, mais aussi au plan des postures adoptées,
des images de soi proposées et de la prise de rôle. Cette multiplication d'épigraphes et la permanence de cette marque paratextuelle confirment que la contrainte artistique peut se lire dans les nostalgies en termes d'héritage. Je confronterai donc pour cette communication le cas de certains poèmes remaniés à travers lesquels cette tension, cette friction dans le geste poétique gualdien entre contrainte et mouvement est remarquable. Pour les poèmes gualdiens Storia di mare, Paesaggio nel parco ou encore Una voce, les versions destinées à la publication se répartissent en plusieurs strates. Du premier état, une partie des vers fut réimprimée en 1883. Gualdo ayant approuvé cette mutilation du poème, on prendra en compte le texte complet d'après la genèse prééditoriale des revues italiennes, servant de base à leur toute première diffusion. En confrontant l'état définitif au recueil poétique des nostalgies et aux variantes significatives de 1873, 1874 et 1877, on constate que Gualdo infléchit la composante paysagistique propre à la poésie à contrainte scapigliata des poèmes vers la poésie parnassienne, retient une phraséologie du cliché dont se nourrissent les poèmes parnassiens et retouche des composants de la poésie sépulcrale chère aux poètes scapigliati. Ce tournant, qui caractérise plusieurs poèmes remaniés, republiés en 1883, montre que Gualdo réalise bien un mouvement contradictoire entre la pratique de la poésie scapigliata et parnassienne. Pour Renata Lolo, la différence entre la genèse prééditoriale et la publication en recueil en 1883 réside en l'attention particulière portée à la forme, révélant le tourment gualdien afin d'atteindre la beauté comme fuite de la réalité et refuge contre sa complexité dramatique. Cette hypothèse de lecture, donc, qui traduit ce mouvement de Gualdo de la poésie à contrainte scapigliata vers le geste poétique pratiqué par l'école poétique parnassienne, est proposée toujours dans l'édition critique des Nostalgies à la page 229. Dans la droite lignée des directives scapigliate, le grand nombre de paysages produits par Gualdo s'inscrit dans une adhésion plus large des intentions à la poétique de ce mouvement, en premier lieu par l'aptitude à intérioriser, parfois en l'accentuant, le conflit entre art et vie. Pour le poème, par exemple, en prose, le poème en prose Storia di mare, je retiens donc le texte publié pour la première fois dans Rivista Minima en 1873, pourvu de longs passages descriptifs et dont la paracritique de 1989 signale les variantes. Le choix d'instituer l'œil comme organe du travail poétique s'explique par la double influence des poésies scapigliata et parnassiennes. Le paysage est décomposé en dépassant le simple rendu mimétique de la réalité. En le reconstruisant, les scapigliati semblent préférer certaines phases de la journée en alternant les uns privilégiant la lumière, les autres l'ombre, les représentations nocturnes avec celles des moments de transition comme l'aube et le crépuscule. Je poursuis. Gualdo emprunte en 1883 à la poésie parnassienne donc une phraséologie basée sur le cliché, en adhérant par exemple à la dimension figée de la beauté féminine. Si le goût parnassien des civilisations disparues caractérisant l'époque est maintenu et transparaît dans le choix du titre du recueil poétique des Nostalgies, les Nostalgies, Gualdo se détache cependant en partie de la pratique assidue de l'exphrasis, communément présente dans la poésie scapigliata. Dans la dynamique de réécriture entre 1874 et 1883, la composante descriptive mimétique
de l'objet du tableau du poème initial glisse ainsi vers le remaniement et les termes initiaux de tableau contrasté des vers 13-24 et de scène simple des vers 27-28 se trouvent supprimés, tandis que la statification de la femme, exprimée par la référence à la Vénus de Milo comme idéal féminin, est mise en œuvre par le remaniement du poème. La femme de chair de la première version du poème se trouve reniée en faveur de la femme statufiée, qui serait pour les poètes parnassiens plus belle et plus vivante, et qui surtout dépasserait l'opposition entre forme et mouvement. Il en est de même pour les vers d'origine suivants, qui faisaient de Vénus un être de chair en perpétuel mouvement, en faveur, et donnent lieu, dans la réédition du poème, à l'image d'une femme statufiée, conforme cette fois-ci à l'idéal poétique parnassien. En revanche, les termes caractérisant radiante, rayonnante en français, et bionda, blonde en français, renvoyant à l'aura de la présence féminine en 1874, est supprimé. Ce contre-mouvement dans la réécriture revient à renier cette fois-ci la femme nimbée d'une lumière éclatante, de nature solaire, pourtant caractéristique de la poésie parnassienne, comme l'explique Hugues Laroche dans son article intitulé « L'aura et le cliché dans la poésie parnassienne », issu de l'ouvrage collectif « La production de l'immatériel, théorie, représentation et pratique de la culture au XIXe siècle », daté de 2008. Ce choix d'immatérialité de la figure féminine, reniant la corporéité initiale, donc ce terme a été évoqué tout à l'heure dans le premier panel, donc on retrouve également cet enjeu avec la notion de corporéité. Donc je disais, ce choix d'immatérialité de la figure féminine, reniant la corporéité initiale, se trouve reproduit dans le poème Una voce, une voix, publié pour la première fois en 1877 dans la revue italienne Illustrazione Italiana. Ce poème gualdien présente un remaniement lié au traitement de la poésie sépulcrale, cette fois-ci, chère au poète Scapigliati. Bien que Gualdo adhère très peu au répertoire de l'horrible, du mortuaire et du sépulcral dans son œuvre littéraire, la genèse prééditoriale de ce poème mentionne pourtant une voix féminine d'outre-tombe, interrogeant le sujet poétique sur le statut des vivants. Dans la seconde partie du poème, le sujet poétique réalise finalement que cette voix féminine, perçue auparavant, n'est en réalité qu'un rêve, et il espère à la suite du poème que cette voix ne provienne pas d'outre-tombe, mais plutôt des cieux. Un souhait cependant qui ne s'accomplit pas. Gualdo recourt pour ce poème en 1883 à la suppression des vers 25 à 28, mentionnant justement cette voix féminine sortie d'outre-tombe. Comme la femme de chair en mouvement du poème Storia di Mare, cette femme se trouve dépossédée de sa voix et de sa capacité donc à exprimer ses émotions, un remaniement qu'on peut qualifier de conforme à la poésie parnassienne qui prône l'impassibilité. L'impassibilité autant par rapport au statut du poète face à la société, mais aussi impassibilité dans le sens où on n'est pas censé, dans la poésie parnassienne, de donner parole aux sentiments. On lit également des indices supplémentaires de cette tension entre contrainte et mouvement, entre idéologie poétique scapigliata et idéal poétique parnassien, dans les poèmes gualdiens Nel Parco et dans les deux poèmes communément intitulés Paesaggio, paysage, publié une première fois en 1874, cette fois-ci dans la revue Strena Italiana. Le remplacement du terme tramonto, coucher du soleil en français, par tinte d'oro, teinte d'or, obéit cette fois à une logique de mouvement de la poésie incontrainte scapigliata,
à la poésie parnassienne. Ces remaniements puisent leurs matériaux chez les Parnassiens, tout en altérant la dimension paysagistique de la poésie scapigliata, mettant en scène les moments de l'entre-deux, les moments de transition. Au moment de transition du tramonto se substitue ainsi l'intrusion, en 1883, plutôt de la nature métapoétique propre à la poésie parnassienne. On trouve en effet la mention de l'or qui a l'intérêt de réunir la densité d'une matérialité inaltérable, mais aussi l'immatérialité de l'éclat. Dans son état définitif, le vers 9 du poème Nel Parco contredit pourtant ce remaniement, puisque cette fois-ci, au lieu du lumineux, on trouve un remplacement qui favorise cette fois-ci le terme tramonto et qui tend cette fois-ci à l'inverse à privilégier l'esthétique scapigliata du paysage. En conclusion, donc, on peut constater que la présence de ce type de variante textuelle met en évidence un mouvement de réécriture mettant principalement en jeu la question de la référence dans le geste poétique gualdien. Référence dans le sens où le poème réussit à dire quelque chose du monde et de ses objets. Le mouvement mis en œuvre entre poésie à contrainte scapigliata et adhésion aux composants de l'écriture poétique parnassienne ne se révèle pas en réalité si unifié que ça en 1883, dans la mesure où le geste poétique gualdien conserve en réalité certains traits de l'héritage poétique scapigliato. La cohabitation entre poèmes publiés à l'identique, non remaniés, non soumis au mouvement de réécriture, et de poèmes remaniés, réécrits bien au goût de l'école poétique parnassienne, ont l'intérêt ainsi de confirmer un rapport entre contrainte et mouvement inhérent à l'œuvre littéraire gualdienne, que l'on peut qualifier de négative, une négativité qui s'exprime justement dans cette pratique de la réécriture, qui s'étend autant qui est présente autant dans sa production poétique, dans ses 3 phases de production poétique, que dans sa production littéraire, que dans sa production narrative, composée de nouvelles et romans. Je termine ainsi cette communication et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julie. On ouvre le moment des questions, si vous en avez. Je précise pour les gens qui sont à distance que vous pouvez bien sûr les écrire dans le chat si vous en avez, ou si vous levez la main, vous pouvez aussi prendre la parole directement. Et je laisse peut-être la parole à l'assistance. Vous avez des questions pour Catherine ou pour Juliette? J'ai une question ou un partage pour Catherine, partage d'idées, enfin, sauter aux yeux. Tout à l'heure, quand tu présentais ce texte chanté, effectivement, tu mentionnais les didascalies et le texte qui était porté par la voix. Et il y avait, entre les deux, il y a le texte musical qui existe et qui ne fait pas vraiment l'objet d'une prise en compte parce que ce n'est pas le cœur de ton travail. Mais pour autant, tu vois, quand tu mentionnes le fait que là, sur cette phrase, il n'y a pas de... ou cette suite de notes, il n'y a pas de geste indiqué, je trouve que ce serait intéressant alors bon, c'est la musicienne, musicologue qui parle, hein, mais ça serait intéressant peut-être de réfléchir à la forme musicale de ces parties-là. Peut-être que c'est toujours la même chose. Moi, je pense que que le geste qui est associé, qu'il n'y a pas de mention associée parce que c'est une prolongation, un prolongement du geste qui est déjà en route. C'est-à-dire quand elle lève les bras, même elle initie le mouvement au début de la phrase musicale et pendant la phrase où il n'y a pas d'indication, c'est un prolongement du mouvement. Et que le changement se fait sur le mouvement à proprement parler se fait sur un morceau de phrase
musical. Sur un motif, Sur un motif, et c'est ce qu'il y a après, il n'y a plus d'indication, où il y a simplement des notes. Moi, à mon sens, c'est un mouvement qui reste plus ou moins statique et qui va changer au moment de la mention suivante. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est pas forcément... Oui, bien sûr. Mais bon, du coup, ça m'interrogeait et je me demandais si ce ne serait pas intéressant de peut-être essayer d'analyser au sein d'une même partition si ce moment-là, il est de même nature en termes d'écriture musicale, s'il se ressemble, par exemple, rythmiquement. En même temps, c'est du grégorien. Mais il n'empêche, oui, mais il n'y a pas de choses, il n'y a pas de modulation ébouriffante, quoi. C'est pour en revenir à ça. Oui, mais enfin, il y a quand même... c'est quand même oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Oui, ça comme ça, parce que ça m'a intéressé. Non, mais c'est... Oui, je pense... Enfin... Parce que justement, dans le grégorien, il y a une sorte d'une forme de répétition aussi. Oui. Et du coup, peut-être que c'est toujours sur le même type de motif. Mais je suis convaincue qu'il y a un lien entre la gestuelle et la musique, et même entre l'écriture et la musique, parce qu'il y a des moments, par exemple, dans le texte, où des vers sont coupés à un endroit où théoriquement ils ne devraient pas être coupés. Et moi, je suis convaincue que ce sont des phrases musicales et qu'il y avait une note tenue à ce moment-là et que le copiste qui a l'air dans la tête a été à la ligne parce qu'il pensait que c'était une fin de phrase. Et je pense qu'il y a des choses qui sont très très liées à l'écriture musicale. C'est intéressant. En tout cas, merci pour ce partage. Mais pour prolonger la réflexion de Rebecca, on ne s'est pas concerté, mais c'est un fait dans la même direction. En écoutant ton intervention, surtout lorsque tu posais la question de savoir comment traiter sommairement de la crucifixion, je pensais à la manière dont Sellars, le metteur en scène Sellars et le chef d'orchestre Simon Rattel ont mis en scène la Passion selon saint Matthieu de Bach. Alors, on est très long, mais c'est ma spécialité en recherche-création d'associer des choses dont je ne sais pas quel droit on a de le faire, mais je me permets de le dire, puisque Sellars et Simon Rattel ont réussi à s'entendre pour produire des gestes extrêmement hiératiques pour accompagner et suivre la passion de Christ. Donc, je ne sais pas quoi faire de ce genre de manifestation pour toi dans l'écriture et dans la conception de la thèse, mais ça peut porter parce que c'est magnifique. Voilà. Est-ce qu'on aurait des indices, revenant un peu sur la matérialité de cette œuvre théâtrale, dramatique, sur le public qui assistait à... Est-ce qu'il y a eu des représentations déjà de ce texte? Donc on a des indices de cette représentation. Et à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux fidèles qui viennent, qui assistent aux cérémonies de Pâques, c'est-à-dire tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas... Enfin, à l'époque, c'était la religion et la société était religieuse, donc les manifestations, les fêtes, tout le monde y assistait. Donc il y a des traces de représentation, effectivement. Là, ça va être un prochain travail d'aller essayer de trouver des preuves de ça, mais vraisemblablement cette pièce a été jouée, cette passion a été jouée dans une petite ville du nord de l'île de Majorque, et dans un lieu que j'ai visité, et dans lequel il y a un centre de village avec une église qui est comme toutes les églises entourée de maisons, bien circonscrite avec une place devant mais bien coincée entre les maisons. Donc au niveau de la procession, c'est un petit peu compliqué de faire le tour de l'église. En revanche, derrière, à 50 mètres de là, il y a le début d'une pente qu'on appelle El Calvaire,
le calvaire, donc, et actuellement il y a des marches qui ont été faites au XIXe siècle, mais la colline elle existe depuis toujours. Il y a une chapelle en haut et il y a des traces de représentation de descente de croix qui sont assez anciennes, et la descente de croix continue à être représentée tous les ans, en nocturne. Et donc, a priori, s'il y a une descente de croix, c'est qu'il y a eu une crucifixion. Et donc, je voudrais chercher des traces de la crucifixion. Voilà, donc c'est... Oui, je ne sais plus ce que c'était la question, si c'était joué. Oui. Et je pense que toutes les traces de passion, aujourd'hui, c'est des traces pas toutes, mais enfin beaucoup, c'est des traces de choses, de représentations qui ont déjà eu lieu. Même si c'était court, même... il y a... Ne serait-ce que les scénarisations à l'église, elles ont pu sortir de l'église, il y a pu y avoir des représentations un peu à l'extérieur. La scène, elle est mouvante, elle a bougé, elle est sortie de l'église, et à partir de là, elle peut se manifester n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, sauf ce qui est ritualisé, où là, c'est vraiment, la passion, c'est Pâques. On ne va pas jouer une passion à Noël. D'accord, très bien, merci. Oui, merci beaucoup Catherine. J'avais une question pour toi concernant le texte que tu as projeté. Si j'ai bien vu, les didascalies, elles étaient écrites en encre rouge. Oui. Et je me demandais s'il y avait un code couleur ou si c'est seulement le copiste, voilà, pour distinguer. Comment toi tu l'analyses, cette couleur? C'est la couleur traditionnelle des didascalies, qu'à l'époque, ces didascalies, on ne les appelle pas didascalies, on les appelle des rubriques, justement en référence à la couleur rouge. D'accord. C'est vraiment intéressant. Des rubriques. J'ai une petite question aussi. Du coup, sur les didascalies les plus courtes, les plus implicites, entre guillemets. Donc, si j'ai bien compris, il faut me corriger parce que je ne suis pas familière de ce type d'objet. Donc, en fait, ce que tu as présenté, c'est d'un côté le fait que c'était quelque chose qui, justement, était aussi implicite parce que tout le monde savait ce qui se jouait, et que tout le monde s'attendait à la même chose, donc il n'y avait rien de nouveau à voir. C'était vraiment l'intérêt était dans le revu. Et que de l'autre côté, ça permettait aussi une certaine liberté artistique. Donc est-ce que tu peux préciser un petit peu le rapport entre ces deux fonctions que permettaient ces didascalies courtes ou implicites? Alors, les courtes, c'est celles qui avaient juste un... Non, je disais que les courtes fixaient d'une certaine façon, parce que c'était indiqué, c'était un tel parle à un tel, ou un tel répond, etc. Et donc là, c'est une continuation du texte, c'est la narration qui suit son cours, il n'y a pas de choses exceptionnelles qui vont se passer ou peu. L'exception, c'était les Trois Maries, la scène des Trois Maries, parce qu'il n'y avait que le nom, et que donc ça signalait quelque chose de différent. Et autrement, ce que je disais, c'est que les didascalies, ce n'est pas forcément des didascalies courtes qui sont signifiantes, c'est des didascalies dont la description n'apporte rien de spécial. Quand je parlais de Saint-Pierre sorti de l'auberge et il lui sembla que Jésus lui avait dit la vérité, ça n'indique rien, sauf que si, ça dit tout ce qu'il faut faire. Et c'était en ce sens-là. Et quand c'est... Alors, celle que j'ai lue de Jésus qui se débarrasse des marchands du temple, celle-là, elle ne dit pas grand-chose finalement. Elle est très longue, mais elle raconte l'histoire, simplement. Et pendant ce temps, et il y a un petit descriptif d'une scène à laquelle on n'a pas assisté. Là, celle-là, elle est plus de ce registre-là. Mais bon, c'est vrai qu'il faut vraiment les observer au microscope parce que quelquefois, il y a des choses, on se dit, tiens, j'avais pas vu ça, ça donne tout de suite quelque chose de supplémentaire à l'indication. J'aurais une question pour Juliette. Je ne sais pas si Juliette m'entend. Alors, Oui, super. Merci beaucoup pour ta
ta communication sur de la poésie italienne. Je vais parler de poésie espagnole cet après-midi. Donc on va se rejoindre un petit peu sur ce point. Et ce qui m'a interpellée notamment, c'est quand tu as parlé de l'enjeu de corporéité dans cette poésie galdienne, et qu'on passe de la corporéité à une immatérialité de la figure féminine. J'aimerais savoir comment elle se manifeste et pourquoi on dépossède la figure féminine de sa matérialité dans la poésie de Waldo ou celle des Spaziata. Je suis désolée si je prononce mal. Pas de souci. Juste par rapport à cette question de transition entre corporéité et immatérialité, en fait là c'est vraiment l'un des indices assez marquants de cette adhésion à Gualdo véritablement aux composants de la poésie parnassienne, puisque chez les poètes parnassiens, en réalité, la figure féminine, l'idéal féminin, en réalité, est toujours associé à la mythologie, d'une part, et ne peut pas prendre les traits d'une femme qui serait réelle. Donc, on va dire que cette transition entre corporéité et immatérialité, c'est quelque chose de presque automatique dans la poésie parnassienne. C'est pour ça que j'évoquais en fait le terme, l'expression de phraséologie du cliché. Ce choix de réécriture, ça fait partie vraiment de ces marques d'adhésion à Gualdo, à cette phraséologie du cliché. On trouvera toujours, et c'est l'un des signes de reconnaissance des poètes parnassiens, on trouvera toujours en fait la femme qui est évoquée soit par la blondeur de ses longs cheveux, par la couleur vermeille de sa bouche, et surtout par les différentes associations permanentes au passé, donc au passé mythologique. Ils ne s'ancrent pas dans le réel des poètes parnassiens, et dans cette perspective-là, ils ne peuvent pas prendre pour référent un élément issu du réel. Ils sont toujours dans la perspective du passé. Donc voilà, concernant l'idéal féminin, toujours du côté des parnassiens. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Bon. Bon, je vous propose que nous clôturions ici la matinée de cette journée d'études afin d'aller nous restaurer.